Bonjour, bienvenue sur Histomène, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous allons, avec cette vidéo intitulée « Histoire de la médecine » ou « Histoire de la santé », essayer de comprendre comment le champ d'investigation des historiens de la médecine, hier limité à l'art de guérir, s'est étendu aujourd'hui à d'autres sciences, comme l'épistémologie, la philologie, l'épidémiologie ou la sociologie. L'un des plus anciens textes médicaux occidentaux, le traité hippocratique ancienne médecine, commence par une explication de la techné médicale. La médecine aurait été découverte, à l'exemple de l'art culinaire, à la suite d'une série de tentatives jugées a posteriori comme des erreurs ou des succès, appelées par les épistémologues modernes tâtonnement expérimental. Dans de l'art, Hippocrate jugeait récente la découverte de l'art médical et considérait qu'il avait atteint la perfection. Le savoir était donc clos. L'école d'Aristote, guère plus tardive, ne partageait pas cet optimisme et mettait en avant les imperfections passées de la médecine pour insister sur les progrès, mais sans se projeter dans l'avenir. Les plus anciens véritables récits médico-historiques datent du début de l'ère chrétienne dans le monde romain, avec Pline et Cels, et chez divers médecins d'origine grecque, comme Soranos d'Éphèse ou Galien. De Médicina, de Cels, s'ouvre sur un tableau historique attribuant à Hippocrate le mérite d'avoir détaché la discipline médicale de la philosophie, puis il évoque Hérophile et Érasistrate, deux anatomistes alexandrins. À partir de cette date, selon Cels, la médecine se divisa en diététique, pharmaceutique et chirurgie. À partir des premiers diététiciens, naquit le mouvement empirique, basé sur l'expérience clinique. Pour Cels, il existait donc une progression dans l'évolution de la médecine qui trouvait sa source dans l'histoire ancienne, qui remontait à Hippocrate, et avant lui à Asclépios. Mais progression ne signifie pas forcément progrès. Le problème de l'histoire de la médecine ne va pas se poser au début, car le recours à l'autorité des anciens va rester systématique, fondamental, jusqu'au XVIe siècle. Mircea Grmek parle d'asservissement à l'histoire. Galien se repose sur Hippocrate pour mieux combattre les doctrines différentes de la sienne. Sa présentation historique des sectes médicales est un exemple magistral du détournement de l'histoire pour la mettre au service de ses propres idées. Au Moyen-Âge s'ajoute le respect des autorités politiques et religieuses et le recours aux textes pour remplacer l'histoire par la légende. Dans le monde arabe, l'histoire de la médecine se concentre sur les biographies des médecins illustres, derrière Ibn Abi Uzaybiya. Son ouvrage le plus important est un recueil de près de 400 biographies de médecins et scientifiques, dans lesquels il s'intéresse à la vie de presque tous les savants, sans tomber dans la géographie, et à leurs œuvres, pour connaître leurs doctrines. Je dis presque tous, car l'ouvrage ne mentionne pas son principal condisciple, Ibn al-Nafis, dont nous reparlerons à propos de la découverte de la circulation du sang. En cause, une rivalité entre les deux hommes, ce qui nous renvoie à la notion d'objectivité que nous verrons plus loin. En Europe, les humanistes du XVe siècle ont cette même approche bio-bibliographique, à l'origine d'une floraison de nombreux recueils, très érudits, mais guère critiques, diffusés grâce à la découverte de l'imprimerie. On collationne sans juger, à l'exemple de l'histoire chronologique de la médecine et des médecins de Bernier, ou du De Medicina et Medici de Giovanni Tortelli, livre qui sera réédité en 1954. Fin du XVIIe siècle, l'essor de la diplomatique, c'est-à-dire l'étude des chartes et des documents historiques, et de la pensée philosophique, entraîne une nouvelle approche historique, une véritable révolution scientifique pour Grmek. On voit apparaître les premiers manuels modernes d'histoire de la médecine. En français, c'est celui de Leclerc de Genève, qui propose d'appliquer les préceptes méthodologiques de Bacon à la recherche médico-historique. Il réalise une étude chronologique basée sur des documents fiables, des faits historiques, dont il écarte toutes légendes païennes. Leclerc fait preuve d'un véritable rationalisme critique. Il essaye de trouver une continuité dans les textes et les idées, un enchaînement, mais il bute sur Galien trop dense. Son livre, qui connut de nombreuses éditions à partir de 1696, ici celle de 1702, là celle de 1723, tente une approche de la médecine post-galénique jusqu'à la Renaissance, mais il s'agit d'une simple esquisse dans laquelle il critique Paracels, dont il admet toutefois l'originalité et l'influence. En anglais, John Freind, praticien et parlementaire de Londres, proposa une suite du livre de Leclerc, de Galien à la Renaissance qu'il exalte, en passant par le Moyen-Âge qu'il méprise. Freind, admirateur de Newton, analyse les faits anciens mais avec ses propres convictions doctrinaires.
Il veut dégager des faits qui ont permis selon lui le progrès, des faits futiles, sans importance, voire néfastes au progrès. Ici, l'édition française de son livre, de 1727, dont l'édition anglaise date de 1699. Cette démarche typique du siècle des Lumières aboutira aux articles médico-historiques de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Citons enfin deux ouvrages en français sur l'histoire de l'anatomie et de la chirurgie, par Antoine Portal en 1770 et par Dujardin en 1774, avec une première évocation de l'acupuncture. La fin du XVIIIe montre un renouveau des études médico-historiques. Il faut ici souligner la place des Allemands. Derrière Philipp Gabriel Hensler, nous sommes en effet en plein renouveau de la philosophie allemande et on note l'inspiration par la pensée critique de Kant. Hensler sera suivi par Johann Daniel Metzger, qui souligne l'importance des recherches médico-historiques, condamne les biographies et insiste sur la critique des sources. Mais il sera surtout suivi par Johann Ackermann, auteur de nombreuses traductions, entre autres d'ouvrages de Tissot et de Romazzini, et de commentaires sur des auteurs anciens. Ces biographies d'Hippocrate, de Galien et de Rufus furent très considérées en leur temps. Mais il faut surtout citer Kurt Sprengler, botaniste polyglotte d'une grande érudition, auteur d'un ouvrage au titre faussement modeste, Essai d'une histoire pragmatique de la médecine, paru en 4 volumes entre 1792 et 1799, dont la traduction française sortit d'abord en 2 volumes par Gégère, puis en 9 volumes entre 1815 et 1820 par Jourdan et Boquillon, mais sans les mots « essai » et « pragmatisme » qu'il fallait simplement traduire par « pour mieux comprendre le présent ». Sprengel établit une distinction entre l'histoire de la médecine, incluse dans l'histoire des sciences en général et comprenant l'histoire de l'anatomie, de la physiologie, des sciences naturelles et de la pharmacie, et la littérature de la médecine. Il insiste sur le rapport étroit entre médecine et philosophie, du moins courant philosophique, école de pensée, médecine et société. Pour, écrit-il, saisir l'idée de chaque auteur comme aurait pu le faire l'un de ses contemporains. Son but, découvrir des faits positifs, puiser au plus près de la source, les réunir dans un enchaînement vrai et clair. Il remplace les études biographiques par l'étude des écoles de pensée en notant les filiations intellectuelles entre elles, même si ce sont des hommes qui sont derrière ces écoles de pensée. Il recherche le sens profond des événements et ne se limite pas à les constater. Il s'agit du premier ouvrage complet de l'Antiquité à la Renaissance, même si ce qu'il nomme le temps de la décadence des sciences, de l'obscurantisme médiéval, de Galien à la Renaissance hippocratique du XVIe siècle, est survolé. Si le rôle des autres romantiques allemands comme Johann Blumenbach, qui précise l'importance du Moyen-Âge médical, de Justus Ecker et surtout d'Heinrich Heiser, avec des recherches approfondies et systématiques sur la pathologie historique, est moins important, leurs ouvrages sont les ancêtres de tous les manuels d'histoire de la médecine, même si le style est un peu exalté. La place des Italiens n'est pas négligeable. Citons Salvatore de Renzi, avec son Histoire de la médecine italienne en 5 volumes, qui englobe l'évolution de la médecine en Italie, depuis l'époque étrusque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et Francesco Puccinotti. Le premier voyait dans l'histoire des sciences la véritable source du progrès, du savoir et du perfectionnement de l'espèce humaine, tandis que le second voyait dans la médecine l'expression de la sagesse divine. Ce romantisme aboutit à une réaction scientiste derrière le clinicien Karl August Wunderlich, père de la thermométrie. Il s'oppose à Heiser et au principe de l'enchaînement historique des événements. Il concentre son intérêt sur la médecine scientifique, sur ces sciences dites accessoires, devenues fondamentales. Pour lui, comme plus tard pour son compatriote Lichtenthaler, la médecine ne date véritablement pour cette raison que de la médecine expérimentale. C'est le début de l'histoire scientifique de la médecine, avant de l'anecdotique sans grande influence dans le progrès des sciences, à l'exemple de l'école de Salerne. La médecine se résume, selon lui, à quelques génies aux découvertes fondamentales. Johann Hermann Basch, lui, s'intéresse plus aux modalités d'exercice, à l'histoire des rapports entre médecins et malades qu'aux grandes découvertes, anatomiques ou techniques. Son livre aura une grande influence en Angleterre, surtout après la traduction par Anderson que l'on voit ici. Dans ce contexte, la contribution française va être décisive derrière le positivisme d'Auguste Comte et la physiologie expérimentale de Magendie. Émile Littré, médecin et philologue que nous avons déjà rencontré et dont nous reparlerons à propos de son édition critique d'Hippocrate, mais surtout son élève Charles d'Arenberg, auteur d'une histoire des sciences médicales en 2 volumes, paru en 1870, qui va analyser des faits
et s'opposer à une histoire philosophique de la médecine. Pour D'Arenberg, également médecin, l'histoire de la médecine est la démonstration siècle par siècle de l'impuissance des théories et de la puissance des faits, de l'inanité des systèmes a priori et de l'action aussi bienfaisante qu'irrésistible, quoique lente, de la méthode d'observation et de la médecine expérimentale dans l'établissement des lois de la pathologie et de la thérapeutique générale. La fin du 19e et le début du 20e voient le développement de l'histoire de la médecine avec la création de chaires universitaires. Créée en 1794, supprimée en 1822, la nouvelle chaire d'histoire de la médecine fut d'ailleurs confiée à D'Arenberg. Mais on assiste aussi à la création d'instituts, de sociétés savantes, comme la Société française d'histoire de la médecine, ou SFHM, fondée en 1902, essentiellement composée de médecins à l'époque, à l'instar de ses 4 premiers présidents. Société encore très active, avec des réunions mensuelles, une revue trimestrielle et même une e-revue. De nombreux manuels sont publiés à cette époque. Ils seront qualifiés d'éclectiques, mais aussi de positivisme mou, combiné à une approche sociologique pour Grebeck, car il s'agit souvent de séries de biographies peu critiques. Citons le livre de Julius Léopold Pagel et Max Neuberger, qui tente de réaliser une connexion entre la culture générale et la médecine et le développement de la pensée médicale par une relecture systématique de l'ancienne littérature médicale, décrire, écrivent-ils, avec le maximum de précision et d'objectivité, le développement des efforts médicaux dans la mesure où l'étude des sources en offre des connaissances sûres. Lichtenthaler reprochera à ces historiens modernes d'avoir emprunté aux médecins, certes le culte des faits, mais surtout leur philosophie, et d'avoir regardé la médecine du passé à travers ce prisme qui n'était adapté qu'à leur époque. Comme le montre la jaquette de l'édition française de son livre, l'historien allemand veut, pour sa part, adapter la méthode expérimentale de Magendie à l'histoire de la médecine, tandis que Charles Singer identifie l'histoire de la médecine à l'histoire des sciences biomédicales, avec son livre « A Short History of Medicine » paru en 1928, qui sera complété par Underwood avec des données plus médicales en 1962. Fielding Garrison, médecin militaire américain, est, avec une Introduction to the History of Medicine, le pionnier de la documentation bibliographique moderne avec Morton. Ce livre, souvent cité dans les bibliographies, le fameux Garrison et Morton, est le plus complet des traités, très riche, privilégiant les faits sur les idées, c'est-à-dire sur leur interprétation. Castiglioni, Alberto Pazzini en Italie, Paul Diebgen, Erwin Ackernech en Allemagne, Barietti et Coury en France vont combiner la littérature médicale avec l'histoire générale des civilisations. On voit aussi apparaître des traités complets de grande envergure sur le plan éditorial, mais souvent inégaux et dont l'intérêt est surtout iconographique. Les ouvrages de Léniel-Lavastine, Poulet, Sournia, Lyons et Petruccelli étant les principaux. S'installe surtout au XXe siècle une polémique entre les historiens des sciences, qui incluent l'histoire de la médecine dans leur domaine, comme le français Paul Tannery et l'américain d'origine belge Georges Chartron, et les historiens de la médecine dits séparatistes, derrière le Suisse Henri-Ernest Sigerist, pour qui la médecine est une science sociale avant d'être une science. Les thèses de Sigerist aboutissent au clivage entre sciences pures et sciences appliquées à connotation forcément sociologique, une sorte d'histoire de la médecine vue par les malades, si tant est que la notion de malade existait à l'époque où la maladie et la mort étaient à chaque coin de rue. Sigerist s'intéresse plus aux documents sociaux qu'aux écrits des médecins, et situe la médecine dans un large contexte historique. Mais, comme c'est trop tard, son travail s'arrête à la médecine grecque. La fin du XXe siècle va être marquée par un glissement progressif de l'intérêt pour l'histoire de la médecine des médecins, qui n'ont plus le bagage classique, aux philosophes ou aux épistémologues, comme Meyerson, Bachelard, Canguilhem, Foucault ou François Dagonier, pour ne citer que les Français. Ou alors aux philologues, comme Jacqueline Vons et Daniel Gorevitch, 2 anciennes présidentes de la Société française d'histoire de la médecine. Ou enfin aux historiens sans formation médicale, comme Georges Villarello ou Gérard Jorland, spécialistes de l'histoire de l'hygiène. Même si la revue en ligne Clister, qui s'intéresse surtout à l'instrumentation médicale, fait la part belle aux auteurs médecins, derrière son fondateur Jean-Pierre Martin, en 2011, aujourd'hui l'histoire de la médecine, l'histoire de la santé, passe par des réseaux de chercheurs non médecins pour la plupart, comme Alexandre Klein de l'Université de Laval au Canada, à l'origine avec Séverine Parer du réseau Historien de la santé, ou alors le réseau ROM, réseau d'historiens universitaires de la médecine, fondé en juin 2011 par Anne Carroll
et financée par l'Institut universitaire de France. Les chercheurs francophones publient aussi dans la revue Histoire, médecine et santé, émanation du bulletin du Centre d'études d'histoire de la médecine, fondé par des médecins toulousains autour de Pierre Lille il y a plus de 20 ans, mais désormais aux mains d'universitaires. Ce glissement a certes comme corollaire une meilleure approche de l'influence de l'histoire médicale sur l'histoire générale, ancienne comme l'influence des épidémies dans l'étude de la démographie, mais aussi récente avec des études sociologiques de la médecine contemporaine, mais quelque part, elle prive le médecin des propres sources de sa profession, de ses racines, de ses modèles. Or, comme les grands cuisiniers du XXIe siècle se réapproprient les recettes de leurs glorieux prédécesseurs, les médecins ne devraient-ils pas garder à l'esprit l'œuvre de leurs confrères du passé pour mieux comprendre le présent et préparer l'avenir? Mais puisque nous parlons de recettes, comment procéder pour appréhender l'histoire de la médecine de manière le plus complète possible? Quelle histoire de la médecine raconter? La réponse sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.